là, moi je suis pas d'accord. Je pense que pour le coup, il s'en tirerait vraiment bien. Je suis d'accord. La MLS est un championnat qui commence vraiment à se développer. Et au moins, il jouera au foot. Enfin, c'est quand même mieux que de s'entraîner pendant 6 mois à Nice sans être payé ou en étant payé, enfin, comme il veut, mais au moins, il va jouer. Bon. Mathieu, le cas Ben Arfa du côté de New York, belle porte de sortie, non? Belle porte de sortie, je suis pas convaincu, moi. C'est vrai que là, il y va par défaut pour jouer, ça c'est sûr, c'est un bon point. Il va pouvoir jouer, il va pouvoir faire tous ses matchs dans la saison, mais il y a un risque de s'enterrer là-bas. Hein. Enfin, concrètement, c'est sûr qu'il n'aura pas la même exposition que de jouer dans un grand championnat. Mais est-ce que c'est mieux que de jouer à Hull, de faire 3 matchs dans la saison à Hull, ou est-ce que c'est mieux de jouer Robin Kazan ou de faire comme a fait M. Villa en partant en Russie ou à Angers? Eh bien, à Angers, il serait bien mieux à Angers qu'ils viennent, on l'accueillera avec plaisir. Ah oui, mais il ne pourra pas. Il n'a pas jouer en Ligue 1, il ne pourra pas jouer en Ligue 2. Non, mais moi je vois pas en quoi le fait d'aller en MLS, vu comment sa carrière ne fait que décliner, dans sa déclinaison, c'est finalement une petite remontée pour moi. Puis David Beckham, il s'était préparé en MLS pour jouer au PSG. C'était une chute libre, il partait de Lyon, Marseille, Newcastle, Hull, il va à New York. Bon, c'est pas mal, au moins il aura une belle vie là-bas. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de jouer au foot. Hein. Et pour Monaco, c'est un gros coup d'arrêt. Petite confirmation, Bastia 16e actuellement de Ligue 1, donc moi je veux bien qu'il y ait une embellie, mais 16e ça reste quand même très fragile, il doit avoir 2 ou 3 points d'avance sur le premier relégable. Ouais, mais il y a beaucoup de mieux. Un point d'avance même sur le premier relégable. Donc excusez-moi messieurs, mais notre ami Guilain Printemps, il n'a pas encore non plus sorti Bastia de l'affaire. Oui, ils n'en sont pas très loin non plus. Ouais, mais ils sont mieux. En tout cas, dans l'état d'esprit, ils sont mieux, dans les résultats, ils sont mieux. Et ils ont quand même battu Paris il n'y a pas longtemps, ça va être une belle finale, sportivement parlant. Qui arrivera peut-être pour le Paris Saint-Germain au pire des moments s'ils arrivent par miracle à passer Chelsea en 8e. Ce sera mi-avril, donc ce sera autour des quarts de finale. Donc. Mathieu, ton regard toi, sur cette demi-finale entre Bastia et Monaco, entre Monaco et Bastia plus exactement, si on veut tenir compte de l'ordre réel du match et du tirage au sort. Est-ce que tu l'as suivi déjà cette demi-finale ou pas? Ouais, j'ai suivi les 2 demi-finales et d'ailleurs j'aimerais bien pousser un gros coup de gueule parce que je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors la qualité de jeu, que ce soit du Lille PSG extraordinaire, super match. Dans la lignée de la journée de Ligue 1. Ce Monaco-Bastia, mais j'ai trouvé ça franchement déplorable. On a une superbe semaine de football, non? Entre effectivement la dernière journée, le match au sommet. Là en Coupe de Ligue, on a fait mieux qu'en Ligue 1 parce que c'est moins d'abus par match. Vas-y Mathieu, continue. Là, je trouve ça incroyable quand même. Il y a une finale qui est en jeu et on voit des équipes qui se donnent même pas à 80%. Enfin, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, d'autant plus pour Lille et Monaco qui, pour moi, ont fait vraiment pas le figure. Alors, je me demande bien ce que le pauvre Sofiane Bouffal a été faire dans cette équipe lilloise qui a aucun fond de jeu. Et quant à Monaco, ils avaient carrément pas envie d'aller en finale. Donc non, moi j'ai été vraiment très très surpris de la mauvaise qualité du jeu de ces 2 demi-finales. Bon. La bonne nouvelle finalement, c'est qu'a priori, d'après ce que tu dis, ce sont les 2 meilleures équipes, en tout cas celles qui ont montré le plus d'envie, qui se sont qualifiées pour la finale. Par défaut, on va dire. Par défaut, oui, effectivement. Bernard Lacombe a déclaré « Le PSG sera champion ». Ça en dit long d'ailleurs sur l'état d'esprit de ce monsieur, nous dit notre internaute Éléonore. Voilà, il a déclaré ça en marge du match, évidemment, en estimant que le Paris Saint-Germain avait plus de chances d'être champion que Lyon. Est-ce qu'à quelques jours du match, messieurs, c'est maladroit ou malvenu? C'est pas maladroit du tout. Je peux comprendre que les supporters lyonnais de pure souche, les vrais chauvins, soient choqués, mais ça fait partie de la communication. Il met la pression sur Paris, sauf que c'est malvenu. Ça fait 3 ans que les Parisiens ont la pression. De toute façon, on sait qu'ils doivent gagner tous les matchs, ils le savent eux-mêmes. Je ne pense pas que ça déstabilisera les Parisiens. En revanche, ce que ça peut faire, ça peut motiver ces joueurs. Ça peut motiver les Lyonnais qui se disent « Ah ouais, monsieur Lacombe, notre directeur, il ne croit pas en nous, et ben on va lui montrer que… » Il l'aurait même fait exprès pour motiver ses joueurs. Oui, pourquoi pas, tout à fait. D'ailleurs, sur cette interview de Radio Scoop, la radio lyonnaise, il est très clair. Il demande à ses joueurs d'avoir un niveau Ligue des Champions. C'est tout ce qu'il attend. Il passe des messages. Après, effectivement, peut-être que ça peut être mal interprété. Mais non, moi je trouve ça. Moi je valide. Et après, c'est le terrain qui va parler. C'est-à-dire que si Lyon perd, effectivement, ça aura servi à rien. Et ça aura même peut-être mis encore ses joueurs sous la déception encore plus. En revanche, s'il gagne, c'est un coup de génie. Pour une fois que c'est pas Monsieur Aulas et que c'est Monsieur Lacombe qui… C'est quand même le conseiller de Jean-Michel Aulas. C'est peut-être même Jean-Michel Aulas qui lui a dit de dire ça. Et Bernard Lacombe connaît très bien le football. On ne va pas lui apprendre des choses. S'il part dans la presse, si justement il va voir la presse à ce moment-là, c'est qu'il sait très bien la communication de Lyon est suffisamment bien réglée par Olivier Blanc pour que les choses ne sortent pas n'importe comment, à n'importe quel moment. Pour juste mettre un bémol, il avait une sortie un peu ratée sur le football féminin il y a quelques mois. Ouais, même une grosse sortie ratée.
On ne l'avait pas entendu depuis d'ailleurs, je pense que ça l'avait bien calmé. Donc là, peut-être qu'il veut revenir sur le devant de la scène par la grande porte. La grande porte, ça avait motivé les joueuses de Lyon à l'époque. Oui. Voilà. Éléonore, pour toi, donc notre lectrice téléspectatrice, qui nous dit comment Bernard Lacombe a-t-il pu faire une erreur de communication aussi grossière si le plus proche collaborateur de l'AS ne croit plus en son équipe, qui donc y croira? Je pense que Bernard Lacombe devrait rejoindre l'équipe dirigeante du PSG ou bien dans le piège. Prendre sa retraite. Mathieu, est-ce que tu penses que c'est une erreur de communication de la part de Bernard Lacombe? Mais pas du tout, notre cher internaute n'a rien compris du tout. Merci Mathieu. Un petit peu de respect pour Éléonore quand même, dis donc. Avec tous mes respects bien sûr. Mais Bernard Lacombe, il est pas né Ça me laisse pantois. Bien joué. Donc, vous êtes content sur le plateau aujourd'hui. Hein. Effectivement. Vas-y Mathieu, on va essayer de terminer comme cette séquence. Non, Lacombe, il n'est pas né de la dernière pluie. S'il dit ça, il sait très bien quels effets, que c'est un coup médiatique. C'est de l'intox tout simplement. On a vu ça 150 fois. Voilà, il veut entre guillemets décharger son équipe de pression, mettre la pression sur l'adversaire. Le PSG, ça va leur faire ni chaud ni froid. Je pense qu'aux joueurs de Lyon, ça va leur faire aussi ni chaud ni froid. C'est pas les déclarations de Lacombe qui vont faire qu'ils vont plus être plus ou moins motivés. Non, voilà, c'est juste un petit coup de com' bien pensé. Voilà, non, c'est de l'intox tout simplement. Heureusement, Mathieu est là pour sauver tout ce qui concerne les questions footballistiques, n'est-ce pas Mathieu? Ouais, toujours là pour relever le niveau. Relever le niveau. Merci Mathieu d'être avec nous ce soir et pour cette deuxième partie d'émission. Mathieu, tu suis la Bundesliga un peu? Je suis la Bundesliga, surtout on suit tous un peu les performances monumentales du Bayern de Munich. Mais c'est vrai que moi je suis pas mal aussi Dortmund, qui est un club que j'aime bien. Et ce sera un de mes grands rêves d'ailleurs d'aller au mur jaune là, avec tous les supporters. Ça doit vraiment être impressionnant. Attends un peu, pas cette saison. Hein. Effectivement, puisque c'est une transition de rêve que tu m'offres, puisque effectivement du côté du Borussia Dortmund, promis, c'est pas répété avec Mathieu, c'est ce qui suit. Le Borussia Dortmund qui s'enlise dernier du classement. Oh my God. Dortmund qui souffre cette saison au-delà d'une faiblesse flagrante au niveau psychologique et mental. Ils sont incapables vraiment on va dire de se remettre des défaites qui s'enchaînent. Hein. Seulement 4 victoires, je crois, après 19 journées. Donc c'est quand même très peu. Au-delà de la faiblesse mentale, c'est surtout pour moi le départ de Robert Lewandowski. Et regardez ces images au passage très impressionnantes avec le Ils sont restés sur la pelouse après le match, sonnés par les sifflets et par la colère des supporters. Mais bon, ils discutent, il n'y a pas eu de violence. C'est bien cette image, comme je trouve, de pouvoir aller parler et de dire on a encore besoin de vous, nous lâchez pas. Oui, c'est ça. Pour le coup, là, c'est des vrais supporters qui. C'est beau. Même s'ils ne sont pas contents des résultats, et c'est tout à fait normal, ils sont encore derrière eux. Jürgen Klopp n'est absolument pas remis en cause, ni menacé, ni critiqué. Non, ce que les supporters... Critiquer, il faut tout de même. Ça serait mais légitime quand même. Il ne l'est pas. C'est les joueurs qui sont plus ciblés, mais pas sur leur talent, mais vraiment sur leur faiblesse mentale. Les supporters font tout pour essayer de les faire réagir. Ça ne marche pas. Les problèmes sont surtout offensifs. Ils n'arrivent pas à marquer. Aubameyang, même s'il a plutôt réussi ses débuts à Dortmund, n'arrive pas à remplacer Robert Lewandowski, qui a marqué plus de 100 buts sur les 3 dernières saisons. À titre de comparaison, Benzema, c'est 88, Agüero, c'est 83. Et Lewandowski, c'est 103. Donc sur les 3 dernières saisons avec Dortmund, donc c'est quand même un sacré buteur qu'ils ont perdu. C'est la principale explication ? Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est une équipe jeune, sur des joueurs pour la plupart qui n'ont jamais connu de crise, qui n'ont jamais connu vraiment les difficultés. Dortmund, c'est toujours bien placé. C'est un microcosme, Dortmund. C'est vraiment une institution qui couvre ses joueurs. Et c'est la première fois qu'ils sont face à une vraie crise sportive. Et les joueurs, à mon avis, n'ont pas les capacités mentales et n'ont pas la capacité de réagir. Il n'y a pas de leader dans cette équipe qui viennent, entre guillemets, d'ailleurs, des Ibra, des Rooney, enfin des joueurs qui ont un mental d'acier, qui sont capables d'emporter une équipe avec eux et de faire remonter l'équipe. Donc, je ne sais pas comment cette saison va se terminer, mais j'espère qu'elle ne se finira pas en deuxième division, en tout cas. On rappelle quand même qu'il y a 2 ans, le Borussia Dortmund était en finale de Ligue des Champions. Donc, on parle bien du même club qui, donc 2 ans plus tard... Et les mêmes joueurs, à part Götze et Lewandowski. À 80%, effectivement. Mathieu, tu nous disais être assez supporter de ce club du Borussia Dortmund, dont on voyait d'ailleurs l'attitude assez incroyable des supporters et des joueurs, je trouve, parce que souvent, c'est vrai qu'on a des joueurs qui vont se défiler. Là, ils sont restés là pour montrer un petit peu qu'ils étaient... qu'ils étaient à la fois complètement dépassés par les événements et également dans le besoin d'un soutien de la part de leurs supporters. Hein. Oui, c'est très étonnant. Et puis au-delà de l'absence d'une gâchette à la pointe de l'attaque,
Moi, je crois que j'ai dû voir 3-4 matchs de Dortmund depuis le début de saison. Ce qui est caractéristique de cette équipe, c'est dès qu'ils encaissent un but, alors il y a un quart d'heure, 20 minutes de flottement. Donc je pense que c'est révélateur un peu de la jeunesse et puis de la faiblesse psychologique dont parlait Grégory tout à l'heure. C'est que dès qu'ils encaissent un but, on sent pas, il n'y a pas de leader sur le terrain pour rameuter les troupes et renvoyer tout le monde à l'attaque. Donc ça, c'est bon. Après, les carottes sont pas cuites. Ils ont 2 points de retard sur Fribourg, qui est le premier non relégable. Bon, s'il y a un petit redressement qui est possible, ils vont raccrocher le bon wagon. Mais c'est quand même assez inquiétant. Ils vont faire le 8e de finale de Ligue des Champions contre la Juve. Ça va être très très compliqué pour eux. Et après, s'ils restent dans la mélasse, dans le fin fond du championnat allemand, là, la fin de saison pourrait être assez noire pour nos supporters du mur jaune. Mais justement, il faut qu'ils fassent très très attention parce qu'il y a déjà eu des clubs, on va dire, réputés. Dans le foot, même dans d'autres sports, je pense à Monaco, on disait jamais Monaco descendra, ils sont descendus. Je pense dans le rugby à Biarritz, il y a 2 ou 3 ans, on disait Biarritz ne descendra jamais, ils sont descendus. Il y a des grandes institutions, des grands clubs qui sportivement descendent, au-delà de la Juve ou des clubs qui sont relégués ou de Marseille qui sont relégués administrativement. Sportivement, c'est possible, ils sont derniers. Et il faut vraiment qu'ils se réveillent. Et le problème, c'est qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Ils sont plutôt bons en Ligue des Champions, ce qui prouve bien que c'est vraiment psychologique. Il y a un ressort psychologique qui a sauté. Et il ne faut pas que, justement, le fait qu'ils soient encore en Ligue des Champions les perturbe et les empêche d'aller vers l'objectif prioritaire qui est le maintien pour cette fin de saison. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse de voir Guardiola débarquer du côté du Qatar? Et on va élargir un petit peu de l'hypothèse de voir Alors, il est clair qu'on ne peut pas faire la même chose en football que ce qui se fait au hand, tout simplement parce que les règlements ne sont pas les mêmes. Mais ceci dit, on le disait, si on prend des jeunes joueurs qui ont juste été sélectionnés en espoir et pas encore en A, eh bien finalement, on peut les sélectionner dans une équipe du Qatar. Est-ce que ça te choque ou pas? Ça te choquerait d'ailleurs. Non, ça ne me choque pas en soi, mais bon, disons qu'après, on sait très bien que le sport, c'est un vecteur de communication internationale, ça fait partie de la stratégie de développement d'un pays comme le Qatar. Ils ont l'argent, donc tous les espoirs sont permis. D'accord, mais ça c'est un peu un constat, mais est-ce que toi, j'ai envie de dire, c'est presque, c'est pas moral, mais en tout cas éthiquement, philosophiquement, ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Si c'est de la formation sur le long terme, c'est-à-dire des joueurs qui prennent très très tôt et qui forment très longtemps... Là, très tôt, c'est quel âge pour toi? Un footballeur, maintenant, aujourd'hui, à partir de 9-10 ans, on le forme. D'accord. Voilà. Mais après, par contre, oui, effectivement, ça me choquerait beaucoup moins que ce qu'ils ont fait, par exemple, en handball, où voilà, on achète, on fait venir, on nationalise des joueurs qui ont déjà joué X années pour telle ou telle équipe ou telle nation. Là, on n'est pas du tout sur le même plan. Effectivement. Quelque chose à ajouter, messieurs? À moins qu'on change le règlement d'ici 2022 et qu'on autorise une naturalisation express. Tiens, et si on avait un prince jordanien à la tête de la FIFA, président de la Confédération asiatique, et qu'il adaptait le règlement? Alors après, c'est plus compliqué que ça, parce que dans la zone Asie, ils ne sont pas tous potes entre eux. C'est vrai. Et les relations sont aussi la question quand même des joueurs que sont en train de former le Qatar pour 2022, d'ensuite de les replacer dans des grands clubs européens, pour quand même qu'ils s'aguerrissent au niveau professionnel, parce que ce n'est pas dans les clubs du Qatar qu'ils vont vraiment s'aguerrir. Et donc, dans la deuxième étape, ce sera une fois que ces joueurs sont formés et sont qataris, nationalisés qataris, ensuite il faut réussir à les placer. Et quelle image on aura justement de ces joueurs nés en Espagne, en Italie, au Brésil ou en Argentine, naturalisés qataris dans les clubs. Bon, faut voir. Moi, ça sans me choquer, ça m'interpelle et en tout cas, ça fait poser des questions. On verra ce qui va en devenir. Pour dire que cette CAN, malgré tout, il y a quand même eu des beaux buts. Il n'y a pas eu que celui d'Yaya Touré. La Côte d'Ivoire a mis beaucoup de temps à rentrer dans la compétition. On sent petit à petit, quand même, ils montent en puissance, même si beaucoup ont dit que leur qualification contre l'Algérie n'était pas méritée. Ce qui est vrai au niveau du jeu, l'Algérie n'a pas été efficace. La Côte d'Ivoire en a profité, mais ils ont quand même mis 3 buts contre l'Algérie, 3 buts encore hier soir. Donc c'est quand même une équipe qui... Pour son sélectionneur Hervé Renard, qui dit qu'il n'est pas une nation forte du football africain, et qu'ils sont loin d'être les favoris, etc. C'est de la com, ça. Voilà, ils sont quand même en finale. Et je pense qu'ils ne se priveront pas de la gagner s'ils le peuvent, avec en plus un spécialiste à leur tête. Rappelons qu'il l'a gagné avec la Zambie, donc il peut tout à fait la gagner avec la Côte d'Ivoire. Non, en tout cas, c'est une belle Coupe d'Afrique des Nations pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens, oui, effectivement. La Côte d'Ivoire peut être rejointe par le Ghana, c'est ce soir, l'autre demi-finale. Mathieu, tu vas suivre cette deuxième demi-finale?
Ouais, je vais essayer de la suivre, surtout que bon là, le niveau de jeu, je trouve que c'est quand même haussé par rapport à ce qu'on a pu voir en poule pendant 2 semaines. Une victoire méritée de la Côte d'Ivoire. Hein. Offensivement, pour moi, c'est une des 2-3 plus grosses artilleries, peut-être avec le Ghana, on va dire. Puis voilà, des buts comme celui de Touré, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Bon, oui, d'accord.